Bonjour Edgar Morin et Bonjour. merci d'avoir accepté cet entretien pour commémorer le centenaire de Georges Gusdorf. Lorsque nous nous étions rencontrés il y a quelques années au moment de la création de l'école, j'avais évoqué avec vous la possibilité de donner le nom de Georges Gusdorf à cette école et vous m'aviez dit à quel point vous en étiez heureux parce que selon vous, Georges Gusdorf était méconnu, en tout cas du grand public. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi Georges Gusdorf est méconnu et Voilà. ce qui fait de cet homme un grand homme? Oui, c'est même un très grand méconnu, et je dirais pas seulement du grand public, je dirais du monde intellectuel et du monde universitaire. Bon, peut-être parce qu'il était à Strasbourg, peut-être qu'il a consacré son œuvre magistrale qui est, disons, les sciences humaines et la pensée occidentale, est une œuvre de synthèse historique grandiose, et puisqu'elle part, disons, des origines des sciences humaines, et puis elle se termine par le romantisme, et que ce genre de synthèse puissante est assez méconnu dans le monde universitaire qui s'intéresse plutôt aux œuvres bien circonscrites, fragmentaires, etc. Et moi, je peux vous dire, si ça vous intéresse, comment j'ai découvert Georges Gusdorf, puisque justement c'était un grand méconnu et personne ne me l'indiquait. Si vous voulez, moi je suis à la fois un enfant des Lumières et du romantisme, c'est-à-dire de Montaigne, de Montesquieu, de Voltaire, mais aussi de Rousseau et après du romantisme. Pour moi, ces deux choses qui apparaissent, qui sont données comme antinomiques, sont absolument complémentaires. Et m'intéressant au romantisme, c'est-à-dire plus qu'intéressé, c'est-à-dire très touché, aussi bien par la poésie romantique, Novalis, Hölderlin, et par la philosophie. Pour moi, Hegel était très important. Je me rappelle, j'avais lu de Albert Béguin, L'âme romantique et le rêve. C'est dans ma recherche personnelle, dans ma passion, que je découvre, non pas les œuvres de Gusdorf, enfin, dans cette série monumentale, celle sur les sciences humaines avant le romantisme, mais je découvre les quelques œuvres de Gusdorf, c'est-à-dire, il y en a 5, Fondements du savoir romantique, qui se terminent les sciences humaines dans le savoir romantique, et même, je dirais, ça dépasse les sciences humaines, son travail, c'est la pensée, hein, c'est une histoire de la pensée occidentale. Et j'ai été frappé, pas seulement par la culture, mais par l'intelligence, par la beauté de ces livres qui sont devenus des livres de chevet, bien qu'ils soient bien gros. Et je dois vous dire que j'ai découvert ça quand j'avais 25-30 ans. Je n'ai pas découvert ça pendant l'adolescence. Mais ces œuvres que j'ai transportées à travers de multiples déménagements, où j'ai perdu des caisses, où j'ai perdu des tas de choses, il m'en reste 2, mais qui restent extrêmement précieuses. C'est Du néant à Dieu dans le savoir romantique et le savoir romantique de la nature, 2 livres absolument merveilleux. Alors pour moi, c'était un grand penseur. Selon la conception romantique, le but de l'éducation est de promouvoir dans chaque individu l'éveil d'une conscience aussi totale que possible de la condition de l'homme dans l'univers. Le mouvement décisif va du dedans au dehors, dans une intention de libération, ce qui implique le primat de l'expression sur l'impression. Il ne s'agit pas de couler tous les individus dans le moule d'une pédagogie de masse, mais de libérer en chacun les possibilités en sommeil dans les replis de l'intériorité. L'école n'est pas le lieu de la vérité. Elle risque d'être une prison, comme le lycée caserne napoléonien, dénoncé par les romantiques français. La pédagogie scolaire n'a pas grand-chose de commun avec la pédagogie de la vie, qui serait plutôt une pédagogie de l'école buissonnière à la bonne aventure de l'évasion, de la pérégrination sur les grands chemins de la liberté. L'éducation de l'homme se réalise en dehors de l'instruction, en dépit de l'instruction, et parfois, si le maître, par chance, est digne de sa fonction, à la faveur de l'instruction. L'élève apprend à déchiffrer les lettres de l'alphabet, à les écrire. Il répète la table de multiplication sans commettre d'erreur. Mais le savoir porte sur la vérité de l'être. L'absolu ne saurait figurer dans les programmes scolaires. Toute connaissance du monde est ensemble connaissance de soi. Rien n'est plus indispensable à l'homme que l'homme.
le romantisme a mis en honneur la rencontre, expérience maîtresse, singulièrement absente de la problématique philosophique. Dans la rencontre, l'exposition d'un être humain à un autre est un affrontement où chacun s'offre au péril d'autrui. L'amitié, l'amour viennent combler des exigences qui mettent en œuvre des profondeurs de l'ontologie personnelle dans la subite révélation d'une communion jusqu'aux limites de la conscience. Comme l'étincelle qui jaillit du contact entre deux silex, la rencontre fait naître une réalité supérieure dans l'exaltation de la joie partagée. Cas exemplaire d'une nouvelle naissance qui est une connaissance. La découverte du moi par lui-même est une connaissance. Nouvelle alliance de l'individu avec une vérité qui est désormais sa vérité. La vérité d'un secret difficilement communicable. Et alors donc, quel mérite vous avez, vous, d'avoir fait une école Gusdorf, d'avoir découvert en quelque sorte de votre côté l'importance de Gusdorf. Et j'en suis très heureux d'avoir cette occasion de parler de Gusdorf parce que mes occasions sont rarissimes. Dès le moment où on se met sérieusement au travail pour apprendre à lire et à écrire, le petit français devient la proie d'un système dont le seul idéal est un gavage des cerveaux et qui ne tient pas compte de l'essentiel, le développement équilibré de la personnalité. Les seuls éléments importants de la vie scolaire sont les programmes, les notes, les compositions, les classements et, pour couronner le tout, les examens. Si bien que l'enseignement français semble tout entier se réduire à une gigantesque entreprise d'aliénation mentale. Tout se passe pourtant comme si, en dépit des apparences, la réalité véritable de l'enseignement était d'ailleurs. Tout maître, quelle que soit sa spécialité, est d'abord un maître d'humanité. Au surplus, l'acquisition même du savoir correspond à une forme essentielle de l'expérience vécue. À l'école, au lycée, à l'université, toute institution dont la fonction est de dispenser le savoir, l'enfant, le jeune homme connaissent des formes décisives de l'expérience de leur vie. Ces lieux ne sont pas pour eux simplement le théâtre de certains jeux d'intelligence et de mémoire. La personnalité tout entière y fait son apprentissage, la sensibilité, le caractère, la volonté y sont mis à l'épreuve et l'acquisition des connaissances apparaît indissociable de la prise de conscience des valeurs. Le rôle du maître apparaît ici comme celui de l'intercesseur. Il donne aux valeurs une figure humaine. L'enfant, l'adolescent, celui qui est en quête de lui-même, se trouve ainsi confronté avec une incarnation des volontés qui peut-être sommeille en eux. Et cette rencontre du meilleur, cette confrontation avec la plus haute exigence, démasquant une identité qui s'ignorait, permet à la personnalité de passer à l'acte et de se choisir elle-même telle qu'elle se souhaitait depuis toujours. Toute naissance est un mystère. Le mystère pédagogique auréole la naissance d'un esprit, la venue d'un esprit au monde et à lui-même. La relation du maître et du disciple apparaît donc comme une dimension fondamentale du monde humain. Selon la sagesse romantique, prolongeant elle-même de véritables traditions, le mouvement apparent de l'enseignement, qui va du dehors au dedans, ne peut aboutir que s'il rencontre un mouvement inverse, du dedans vers le dehors, qui fait l'unité avec lui. Chaque homme a une histoire, ou plutôt chaque homme est une histoire. Chaque vie se présente comme une ligne de vie. L'enseignement serait un aspect de la période ascendante de cette histoire. Il jalonne la croissance mentale, intrinsèquement liée à la croissance organique. Sa fonction est de permettre une prise de conscience personnelle, dans l'ajustement de l'individu avec le monde et avec les autres. On voit très bien ici que le système scolaire ne se suffit pas à lui-même. Les leçons du maître d'école se composent avec d'autres influences, impossibles à dénombrer, dans cette œuvre de façonnement progressif et aléatoire. La formation d'un homme, si elle est exactement comprise comme la venue au monde d'une personnalité, comme l'établissement de cette personnalité dans le monde et dans l'humanité, devient un phénomène d'une ampleur cosmique. Alors vous avez cité effectivement Georges Gusdorf, notamment dans La connaissance de la connaissance. Oui. Et dans ce même ouvrage, vous avez parlé de l'intelligence. Oui. Et vous avez écrit que l'intelligence était notamment ce qui échappait au test. Oui. Est-ce que vous pourriez développer cette idée ? Bien entendu. Mais vous savez, c'est tout le problème d'une pensée qui veut découper, qui veut séparer, et donc qui veut isoler différents tests d'intelligence, et par le calcul, par la somme, déterminer l'intelligence, ce qui est une question tout à fait abstraite, parce que l'intelligence ne se réduit pas au calcul, le calcul appauvrit la conception de l'intelligence. Mais le propre de l'intelligence, c'est d'être quelque chose de polyphonique,
c'est quelque chose qu'on ne peut pas réduire à une qualité. C'est une chose qui a, d'ailleurs, dans le fond, nous autres êtres humains, avec nos 2 hémisphères cérébraux, sans arrêt, nous lions l'intuition, le global, le sensible, au rationnel, éventuellement au calculable. Donc, si vous voulez, les QI, toutes ces choses-là sont artificielles. Elles mesurent certaines aptitudes. Et encore, ceux qui les subissent peuvent être très perturbés s'ils sont timides ou stressés au moment du test, et finalement ils n'ont pas grand sens. Mais si vous voulez, c'est le triomphe de la vision quantitative du monde, de cette vision découpée, technocratique finalement, à l'égard de laquelle la pensée de Gusdorf, c'est le contraire. C'est la pensée qui embrasse, qui amplifie. D'ailleurs, c'est ça peut-être, je sens que j'ai senti, cette communion en disant Gusdorf, c'est cette volonté d'embrasser les choses, mais avec une profondeur, une sympathie qui n'exclut pas la lucidité. Et je pense que, je ne sais pas moi, du néant à Dieu dans le savoir romantique, c'est toute une odyssée de l'esprit. Il a eu le sens de la transformation des choses dans la pensée. Voilà. Alors effectivement, si nous avons souhaité donner le nom de Gusdorf à cette école, c'est parce qu'il nous avait semblé que dans son histoire de la pensée occidentale, il avait une façon d'appréhender le monde et le savoir qui était proche de celle de nos élèves. Oui, écoutez, ça c'est une idée aussi qui est pour moi une des idées les plus essentielles, c'est-à-dire cette opposition, cette dichotomie, cette disjonction entre la pensée rationnelle et le mythe, pour moi est tout à fait artificielle. Une raison ouverte doit savoir ses limites et doit savoir que le mythe nous parle d'une façon métaphorique, d'une façon mystérieuse, d'une façon profonde, et nous exprime nous-mêmes. Et je crois que dès que Gusdorf est arrivé au monde romantique, ce sont des choses qu'il a de son côté découvertes et tout à fait exprimées. Depuis la révolution socratique et le passage du mythos au logos, le domaine mythique avait été rejeté comme correspondant à un moment infantile de la pensée, abandonné au délit suspect d'une imagination dans le déploiement de laquelle aucune valeur de vérité ne saurait être impliquée. La vérité authentique fait cause commune avec la rigueur spéculative et la science exacte. La philosophie s'engage ainsi sur le chemin de tous les positivismes à venir. La conscience mythique et refoulée n'est pas morte. Elle s'affirme chez les philosophes eux-mêmes et sa persistance secrète anime peut-être leur entreprise dans ce qu'elle a de meilleur. Le philosophe, tel que je le concevais au temps de mythes et métaphysiques, et tel que je le conçois encore aujourd'hui, est un donneur de sens. Sa mission n'est pas de perdre ses contemporains dans les labyrinthes du non-sens ou de tel ou tel égarement choisi avec soin, mais de les aider, selon la mesure de ses moyens, à s'orienter dans la confusion générale. À travers les vicissitudes de la culture, les questions demeurent, celles à partir desquelles il appartient à chacun de définir son identité propre. Après tant d'expériences épouvantables, nous commençons à soupçonner qu'il ne peut y avoir de vérité, en ce qui concerne l'homme, qu'une vérité humaine. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.